puisque nous sommes au cœur tout de même de tout ce qui nous menace et tout ce qui nous arrive. Alors où en est-on sur ce pass, alors appelé passeport carbone ou permis carbone? C'est une idée qui court. C'est une idée qui court. Le point de départ, c'est l'échec de la taxe carbone en France et ailleurs. J'ai été très content de voir que dans plusieurs écrits que j'ai parcourus pour préparer cette petite causerie, j'ai vu qu'on attribuait dans les hautes sphères l'échec du pass carbone aux gilets jaunes. Alors, j'avoue que je me suis dit, c'est très bien. Les gens disent que ça n'a servi à rien, c'est un mouvement qui n'a abouti à rien. Et s'il a abouti, en réalité, il a abouti au passeport carbone. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous voulez limiter la consommation de n'importe quel produit, c'est de l'économie de base, là, que je vous dis. Vous avez deux solutions. Vous montez les prix suffisamment, c'est la solution libérale, qui est incluse dans la taxe carbone, ou bien vous rationnez. Vous mettez un système de rationnement. Donc l'échec en France et ailleurs, et sous différents avatars de la taxe carbone, a conduit certaines éminences à se dire il faudrait peut-être aller faire différemment et faire un rationnement de la consommation de carbone de toute la population. Et c'est un petit peu ce qu'on avait fait entre 40 et 45. Les Allemands nous prenaient tellement de choses qu'on avait fait des tickets de rationnement partout. On aurait pu arriver au même résultat en augmentant les prix, mais ça aurait été à l'époque, et aujourd'hui peut-être aussi, trop injuste. Alors, l'idée, donc, c'est de rationner la consommation de carbone en distribuant un passeport magnétique, bien entendu, qu'on présentera chaque fois qu'on achète quelque chose. Et il faudra... alors chacun... il y a plusieurs modèles, puisque ce n'est pas encore réalisé, Dieu merci, ça ne sera peut-être jamais. Mais l'idée, c'est que chaque citoyen de tous les États concernés aura un passeport... Et chaque fois qu'il achètera quelque chose qui suppose en amont une consommation de carbone, mais ça sera inscrit sur son passeport. Et ça sera défalqué d'un total annuel qui n'aura pas le droit de dépasser. Et on distribuera de manière égalitaire, parce que l'égalitarisme est aussi à nouveau à l'ordre du jour, puisqu'il l'a été il y a 10 ans, de manière égalitaire, avec tous les problèmes que ça pose, on distribuera aux citoyens des droits de consommer tant de carbone et pas plus. Et alors, quand vous irez au supermarché, vous paierez votre facture, puis on va prendre une comptabilité carbone avec une caisse à côté qui verra combien les produits que vous avez achetés ont supposé de rejet, pas de consommation, de rejet de gaz carbonique en amont, ou consommation de carbone si vous voulez, et on fera la soustraction. Et puis vous aurez votre quota annuel, puis vous le verrez se rétrécir. Le corollaire de tout ça, c'est que bien entendu, il y en a qui en auront beaucoup trop, et vous aurez la vieille grand-mère qui est dans son appartement, qui n'en sort presque jamais, sinon pour aller s'acheter de la nourriture pour chat et des pâtes, et puis qui se fait porter par un voisin parce qu'il n'a pas de voiture. Elle consommera très peu, et au contraire des gens qui ont des activités de voyageurs de commerce, des activités voire internationales, parce que quand vous prendrez un billet d'avion, ça sera pareil, eh bien ils en consommeront beaucoup. Alors il ne peut pas ne pas y avoir un marché dans lequel ceux qui ont trop de droits iront les vendre, et ceux qui n'en ont pas assez iront les acheter. Voilà. Alors ça, c'est l'idée, c'est ça. Et donc vous aurez un double tarif, une double caisse. Il y aura peut-être la même personne à la caisse, mais une caisse pour payer et une caisse pour votre consommation de carbone. Et quand vous regarderez les étiquettes, vous aurez les deux choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, de producteurs qui marquent la consommation de carbone plus ou moins approximative aujourd'hui. Alors, c'est une idée complètement folle. Mais aujourd'hui, il ne faut jamais exclure, c'est une caractéristique du monde actuel, que quelque chose de complètement fou se réalise.
Ça, ça c'est... pardon? On le voit tous les jours. Je suis bien d'accord. On le voit tous les jours. Alors, ce système est très difficile, mais il n'est pas impossible. Alors, l'objectif est d'atteindre en 2050 un objectif qui a été posé par l'Union européenne, mais l'Union européenne, comme je l'expliquerai un petit peu plus tard, n'est qu'une force exécutrice et exécutante, c'est pas elle qui décide, la neutralité carbone de toute l'Europe en 2050. Pas du monde entier, mais comme le reste, c'est comme ce sont les Européens qui se sentent concernés. C'est évidemment très, très difficile d'imaginer qu'on y arrivera de cette manière-là. Alors, les gens qui poussent ce projet, il y a Sandrine Rousseau, par exemple, qui fait des études très technocratiques sur le sujet, autour d'un institut que vous connaissez peut-être pas, l'Institut Mémorandum. Je ne suis pas sûr qu'il soit fréquenté par ceux que vous le connaissez. Bon, moi pas, je ne connaissais pas. Il y a déjà des entreprises suédoises qui sont en train d'essayer de se placer sur le créneau, sans doute qu'ils espèrent porteurs des machines à calculer les rejets carbone. Et alors, si je peux vous donner des exemples, le but, c'est évidemment de pousser les consommateurs vers ce qui ne suppose pas beaucoup de rejets carbone. Un Français rejette 2 tonnes de carbone ou de CO2, enfin gaz carbonique ou de CO2 par an. C'est difficile, c'est des gaz, donc c'est difficile de voir ce que signifie 2 tonnes, mais 1 kilo de bœuf, c'est 27 kilos de CO2. Un kilo d'agneau, c'est 39 kilos de CO2. Un kilo de porc, ce n'est que 12 kilos de CO2. Alors, ça va peut-être poser des problèmes aux fidèles de la loi musulmane. La dinde, 11 kilos, et puis le poulet, 7 kilos. Alors, on ne dit pas si c'est le poulet haut de gamme ou le poulet bas de gamme, parce que c'est pas tout à fait ni la même chose dans l'assiette, ni la même chose dans le prix, ni, suppose-t-on, la même chose dans la confection. Alors, au point de départ de tout ça, on avance, hein, l'Europe avance, mais bon, à son rythme impitoyable, mais lent. D'abord, il y a la loi climat du 24 juin 2021, qui est une loi folle, fondamentale, qui conditionne, une loi européenne, hein, pas une loi nationale, une loi européenne, puisqu'il y a des lois européennes, qui a été votée par 442 députés, avec 203 contre, ça fait quand même beaucoup, qui pose beaucoup de choses. Il y a entre nous la destruction de l'industrie européenne, elle est incluse dans cette loi, mais 57% de réduction du rejet carbone ou d'autres gaz à effet de serre, qu'on appelle les GES, d'ici 2030. C'est quand même pas loin, hein, 2030. Et pour arriver... alors la loi actuelle, les objectifs doivent être étudiés tous les 6 mois, et puis... en 2024, doit être faite une autre loi à l'horizon 2040 qui, évidemment, va resserrer encore les perspectives dans le but d'atteindre zéro en 2050. Alors, tout ça vient une espèce de surenchère parce que le premier projet, la première position avant le mois de juin 2021, c'était que l'Europe réduirait de 40%. Et puis dans l'échauffement du Parlement ou de la Commission européenne, ils ont décidé de monter à 57%. Voilà, mais ce qui est, au titre de beaucoup d'experts, parfaitement irréaliste. Mais, contrairement à ce qu'on croit, je crois en tous les cas le pape François qui pense que quand on se réunit en synode, on est plus intelligent. Quand vous mettez autour d'une table ou dans une assemblée des gens pour discuter, débattre et décider en groupe, il peut en sortir les idées les plus folles, et notamment une surenchère tout à fait démesurée. On avait déjà observé ça dans l'Antiquité, parce que quand l'Assemblée du peuple athénienne, dûment manipulée par les disciples de Socrate, avait décidé de conquérir la Sicile, une idée folle qui a ruiné Athènes pour des dizaines d'années,
eh bien, je veux dire, ça s'est fait dans l'échauffement d'une assemblée plus ou moins démocratique, plus ou moins conviviale. Ça ne veut pas dire qu'il faut décider seul, mais enfin, à Bruxelles, il n'y a pas de... il y a aussi des effets de groupe qui sont dans ce genre-là. Et puis il y a cette idée que l'Europe doit être exemplaire. Nous sommes les héritiers d'une civilisation qui a montré l'exemple au reste du monde. Cette civilisation décline chaque jour un peu plus, et nous le savons, mais elle doit montrer l'exemple au reste du monde. Quitte à se suicider, si nous nous suicidons, il faut que les autres se suicident aussi. Parce qu'ils n'en ont pas forcément trop envie, mais comme ils ne nous aiment pas beaucoup, ils rigolent doucement. On y reviendra. Alors, le mécanisme administratif, ou plus qu'administratif, métapolitique, il est assez intéressant de décision, autant que je l'ai percé, parce que je ne suis pas... Je ne connais pas toutes les arcanes. D'ailleurs, j'aimerais qu'il y ait un très bon livre qui nous fasse une géographie de la superstructure mondiale. C'est quand même plus une galaxie qu'un... il ne faut pas donner dans le complotisme vulgaire, qui consiste à penser qu'il y a des gens qui se réunissent, il y a quelqu'un qui décide, et puis ils ordonnent tout au reste du monde. Même à Davos, ça ne se passe pas comme ça. J'aurais tendance à comparer, à mettre les... je ne sais pas combien, les 50 personnes qui décident en France, les 400 ou 500 qui décident dans le monde occidental, peut-être plus, peut-être moins, et comparer un banc de poissons. C'est un banc de poissons, quand il navigue dans la mer, à un moment il fait un tournant, mais vous ne savez pas qui a décidé de faire un tournant. Vous voyez, tous les poissons qui font le même tournant, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe, enfin, il y a, autant que je sache. Donc, au niveau qu'on connaît, il y a le GIEC. Au-dessus, je ne sais pas quoi. Il y a le GIEC. Pour rentrer au GIEC, il ne faut pas être chercheur, il faut être militant de Greenpeace, et ça depuis 40 ans. Depuis plus que 40 ans, 50 ans. Alors je vais en profiter, pardonnez-moi, j'ai un petit problème. J'ai en profité pour vous dire, j'ai reçu il y a quelques temps dans mon boîte aux lettres, quelque chose qui a été envoyé sans doute, pas à tout le monde, mais aux influenceurs. Alors on a jugé que je l'étais, ce qui est peut-être un peu... illusoire, mais un livre de Maurice Strong, Where on Earth Are We Going? Alors, Maurice Strong, c'est un monsieur avec un dessin très parallèle à celui de Klaus Schwab. Au début des années 70, il a décidé de faire du réchauffement climatique sa cause. Il a réuni des gens, à partir du vivier de Greenpeace, pour prêcher la fin du progrès économique, la sobriété, etc. Et puis, vous savez, les gens qui font que ça, qui sont pas trop bêtes, mais qui sont monomaniaques, ils arrivent quand même à faire des choses, et il est arrivé à réunir des représentants de tous les pays du monde dans des conférences de plus en plus suivies, de plus en plus nombreuses et de plus en plus exaltées pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors je ne sais pas trop comment il a fait entre 1970 et 2000, parce que là, il n'y avait pas de réchauffement évident, et depuis non plus d'ailleurs, mais enfin, aujourd'hui tout le monde croit qu'il y en a un, alors qu'à l'époque, on ne savait pas. Donc ce Maurice Strong, c'est un personnage qu'il faut connaître, qu'il faut connaître. Je n'ai pas lu le livre. Oui, Maurice Strong. Alors je n'ai pas lu le livre, excusez-moi, mais j'ai quand même lu un autre personne qui est un peu de la même eau. Non, c'est un vrai nom. C'est un vrai nom. C'est un des hommes les plus puissants du monde, mais je ne sais pas si c'est quel pays, il doit être canadien, un truc comme ça. Et vous avez le même mécanisme qui s'est produit à peu près sur un tempo analogue avec M. Klaus Schwab, qui lui a publié aussi un livre en anglais, mais enfin il y a une version française, Covid-19, The Great Reset. C'est ce livre que j'ai commenté et critiqué, bien entendu, avec un œil critique, toutes les grandes idées dans un petit livre qui s'appelle Le Grand Reset n'aura pas lieu. Et ce livre reste la Bible de tous les mondialistes. Et il y a de gros chapitres sur la nécessité d'avoir un gouvernement mondial pour lutter contre le danger extraordinaire du réchauffement climatique. Je connais, bien entendu, ils jouent la même partition, mais à des niveaux différents. L'un s'occupe que du climat, et il a créé le GIEC, et après le GIEC, il y a des réunions annuelles qu'on appelle des conférences des partis,
comment ça s'appelle, enfin des conférences, certaines tous les 5 ans, d'autres tous les ans. Et Klaus Schwab, lui, c'est... Je ne sais pas ce qu'a fait. Je sais pas. C'est des gens qui ont fait une carrière assez banale. Hein, je veux dire, cadre moyen dans je ne sais pas combien d'entreprises, mais je veux dire, avoir cette idée, être les seuls à l'avoir, qu'on va faire organiser une machine de lobbying mondial pour une idée, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, mais en réunissant beaucoup d'argent, en allant voir intéressant tous les gouvernements, mais aussi tous les milliardaires du monde, parce que le forum de Davos, au départ, c'était pas d'abord pour les gouvernements, c'était d'abord pour les hommes les plus riches du monde. Et Schwab, il a fait à peu près, sauf qu'il avait un passé un peu plus chargé. Bon, il n'est pas responsable, bien entendu, que son père soit rentré, était un Suisse, rentré en Allemagne en 1933 pour se mettre au service du nouveau régime, mais il a ensuite aidé les Sud-Africains à construire entre 60 et 70, à construire la bombe atomique qui aujourd'hui n'existe plus, puisque le régime actuel l'a supprimé. Mais enfin, et puis, enfin, il est suisse-allemand, et avec un passé germanique. Mais ça ne lui suffisait pas, et c'est lui qui a eu l'idée de réunir à Davos, dans un endroit... Enfin, le siège social n'est pas à Davos, hein, il est à Genève, et dans la banlieue chic de Genève. Alors j'ai oublié le nom, vous voyez, qu'est-ce que c'est, ceux qui connaissent pas, enfin... Et là, il y a un très gros siège social de toute la machine qui ne marche pas que quand il y a des conférences. Les conférences se passent à Davos, qui est un endroit agréable. Alors, la dernière fois, vous avez, je crois, les 2 tiers des participants sont venus avec leur avion personnel, qui coûte quand même un peu plus cher qu'un ticket. Pardon ? Ça fait beaucoup de carbone. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, donc le GIEC donne des instructions générales pour le climat. Le Davos s'occupe de beaucoup de choses, de presque tout d'ailleurs, du mondialisme, enfin, de la mondialisation, de l'économie, de la décroissance, ils ne le disent pas, de la décroissance de la population, ils ne le disent pas ouvertement, mais on y reviendra, surtout si vous me posez la question, ce sujet fondamental de décroissance de la population, parce que tous ces gens-là ont les mêmes idées. Ils pensent qu'il y a 10 fois trop d'hommes sur la Terre. Alors, ils ne disent pas ce qu'ils vont faire. Bon, vous pouvez rajouter quelques figures emblématiques, qui sont Bill Gates, qui sont George Soros, et qui sont quelques autres à la tête des GAFAM, et puis d'autres encore que nous connaissons moins bien, mais que le grand public connaît moins bien, mais qui sont Warren Buffett, par exemple, que lui est connu, mais il y en a d'autres. Tous ces gens-là ont à peu près les mêmes idées sur à peu près tous les sujets. Et une de leurs idées, c'est qu'il y a un grand danger du réchauffement climatique. Une autre de leurs idées, c'est que plus il y a d'hommes, plus il y a de risques de réchauffement, comme si je sais bien que quand vous êtes dans une maison qui n'est pas chauffée, qu'il vaut mieux être 4 ou 5 sous la couverture que 2 ou 3, qu'un seul. Mais je veux dire, au niveau mondial, je me suis amusé à considérer que chaque homme représentait 100 kilos. Pour compter large, hein, ça doit être 70. Mais j'ai multiplié par la population mondiale, qui est de 8, 7, je crois, milliards. Et puis, j'ai vu le poids total, et puis j'ai rapporté au poids de la Terre, qu'on trouve assez facilement, mais c'est dérisoire, dérisoire, dérisoire. C'est quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que les terres immergées, plutôt les terres immergées qui sont déjà qu'un quart de la planète, là vous avez vous avez à peu près que 20% qui sont véritablement humanisés, soit par des villes, soit des gens qui cultivent les champs. Vous enlevez les forêts, vous enlevez tout ce qui ne sert à rien, il faut déjà réduire de 10%. Donc ce que pèse l'humanité sur la planète, il faut le relativiser. Hein, il faut le relativiser avec des vrais chiffres. Enfin, Schwab, on en reparlera peut-être. Donc le GIEC Davos, et puis Davos-Bruxelles, pour nous, hein, pas pour les Américains. Bruxelles, vous prenez les décisions qu'on a appelées de Green Plan, Green Deal for Europe, juin 2021, c'est un copier-coller de ce qui a été décidé à Bruxelles, hein, et de ce qui a été décidé au GIEC. Ces chiffres, réduction, neutralité carbone en 2050, réduction de
de plus de 50% dès 2030, ils ont copié. Ils ont copié. Je ne sais pas ce que pensent les uns et les autres ici de l'Union européenne. Moi, je suis un peu critique, mais il faut savoir que ce n'est pas un centre de pouvoir. Vous prenez les politiques européennes, les unes après les autres, en matière de santé, d'éducation nationale et de beaucoup de choses, y compris la défense, et vous apercevez qu'ils ne font que mettre par écrit les impulsions qui viennent d'organisations internationales plus larges. Le commerce, c'est l'OMC. La défense, c'est l'OTAN, bien sûr, et pas que la défense, les affaires étrangères. Vous avez la santé, c'est l'OMS, vous en savez quelque chose, je crois, et ainsi de suite. Pour ce qui est du climat, c'est le GIEC. Voilà, c'est un relais exécutif. C'est un relais exécutif. Et nous soupçonnons tout l'argent qu'a gagné Mme von der Leyen en vendant d'abord des vaccins et ensuite des armes. Mais dans les deux cas, elle n'était que exécutrice de décisions supranationales prises d'abord par l'OMS. L'OMS, c'est pas le vrai pouvoir, mais le vrai pouvoir, c'est 4 ou 5 personnes qui sont dans le monde que vous connaissez, mais qu'on ne connaît pas, Bill Gates notamment. Et pour ce qui est de l'armement, c'est l'OTAN. Ensuite, de Bruxelles, ça passe aux États. Ça passe aux États où on a de moins en moins d'esprit critique, une classe politique de moins en moins puissante et de moins en moins, de moins en moins à même de maîtriser ces mécanismes effroyables qui s'imposent à elle, et a fortiori de ce qu'on appelle les technocrates, dont je suis un défroqué, connaissant bien les mécanismes internes. Et puis voilà, ce projet est... Alors le projet en cause, il est de passeport sanitaire, puisqu'il faut bien commencer par là, il était au carrefour de 2 logiques. La première, je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire que le rejet assez général de la taxe carbone et le sentiment qu'elle n'était pas égalitaire, injuste socialement, a fait qu'on a cherché autre chose. Mais il y a aussi un problème de concurrence, et ça c'est un peu plus inquiétant, concurrence hors Union européenne. Parce que s'il n'y a que l'Europe occidentale qui prend des mesures pour limiter les rejets de carbone, avec des frontières douanières ouvertes, ça risque de poser des problèmes. Alors, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est un permis de polluer, ce qu'on appelle vulgairement permis de polluer, qui sont des autorisations spéciales données aux très grandes industries très consommatrices, le principal étant le ciment et la sidérurgie, d'avoir des droits gratuits de rejet qui n'étaient pas à la portée de tout le monde. Alors ces quotas carbone gratuits, très critiqués par les écologistes, vont être supprimés. Et ils vont être remplacés par un mécanisme de taxation à l'entrée, c'est-à-dire que les produits qui rentreront dans l'Union européenne et qui jusqu'ici pouvaient assez librement concurrencer les produits européens, et ils vont être chargés d'une taxe qui sera l'équivalent de ce qu'on va mettre dans le passeport carbone. C'est-à-dire qu'elles seront obligées de payer en fonction des rejets carbone qu'on suppose qu'ils auront eu en amont. Ça, c'est décidé. C'est décidé. Une décision du 1er du 1er octobre 2022. Le problème que je vois, c'est que si on met en place ce mécanisme pour les produits importés, tous les produits importés, eh bien, la tentation va être très très grande de l'étendre aux produits domestiques. Quand je dis domestiques, c'est domestique européen. On va essayer, il y aura peut-être des actions qui seront intentées à l'OMC par des pays extra-européens, par le Brésil, par la Chine, je ne sais pas, qui diront pourquoi nous on paye une taxe et pourquoi pas eux. Donc la logique de ce système veut qu'on étende, et ça c'est un peu dangereux, un peu inquiétant, qu'on étende ce système de sanctions carbone à l'ensemble de la production domestique. Alors ce ne sera plus une taxe, mais ce sera notre mécanisme. Voilà, donc vous voyez, à partir de l'intention louable de protéger l'économie européenne d'un
une concurrence faussée, puisque nous occupons beaucoup l'environnement et le reste du monde, ça n'occupe pas du tout. Donc, et ça, c'est un vrai problème dans certains domaines qui ne sont pas protégés, comme peut l'être la sidérurgie. Eh bien, on arrive à un système qui, de l'extérieur, risque de nous conquérir de l'intérieur. Voilà. Ce sont des... Voilà. Donc, et puis le troisième facteur, c'est le pass sanitaire. Certains jugent sans doute en haut lieu que ça a été une réussite. Alors, je ne sais pas quel pourcentage de la population est couverte. Vous le savez, non? Vous ne le savez pas? Mais en tous les cas, pass sanitaire, ils se sont habitués au pass sanitaire. Il y a au moins la moitié de la population qui l'a accepté sans moufter. Donc, on va faire passer au pass carbone dans la foulée. Et d'ailleurs, les deux choses s'enchaînent, puisque c'est une citation de Klaus Schwab, mais que vous trouvez ailleurs. Bill Gates a dit ils ont souffert pour la lutte anti-Covid, mais c'est rien à côté de ce qui les attend le jour où nous voudrons sérieusement mettre un terme au réchauffement climatique. Alors, ça aurait dû se passer, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé pourquoi? Parce que l'attention a été focalisée par un autre sujet qui est l'Ukraine. Alors, si la guerre d'Ukraine se termine, je crains à titre personnel que le département d'État cherche, ou que le complexe militaro-industriel américain cherche un autre terrain de manœuvre. C'est possible, mais dans le système que je vais peut-être décrire tout à l'heure, il n'y a pas place pour deux ou trois préoccupations en même temps. Ça a été le Covid, et maintenant c'est l'Ukraine. Après, peut-être que ce sera le climat, mais je soupçonne que l'Ukraine a pris la place du climat. Que le but, c'était d'étendre le contrôle mondial au carbone après le virus. Voilà, donc, nouvelle difficulté. Alors, il y a beaucoup de... Il y a de nombreuses difficultés qui se posent. D'abord, la complexité. Vous imaginez un tarif carbone pour tout. Comment calculer les effets carbone? Alors, il y en a qui vont tricher, parce que c'est quand même très aléatoire. Vous ne pouvez pas savoir. Je vous ai donné des chiffres sur les vaches. Mais il paraît que selon la provenance des vaches, selon la race, c'est pas les mêmes. Donc le fromage, ça ne sera pas le même. Enfin, vous imaginez la part de contentieux qui peut y avoir derrière. Et puis, ou alors les multitudes de fonctionnaires nationaux et internationaux qu'on va être obligé de recruter pour aller contrôler les affichages. Parce que pour les prix, il y a la logique du marché. Si vous augmentez trop le prix, vous ne vendrez pas. Tandis que pour le carbone, je ne sais pas. Alors, deuxième, comment juger les effets carbone, et deuxièmement, comment allouer les droits de manière équitable. À partir du principe d'égalité, vous aboutissez à des inégalités de fait considérables. D'abord parce qu'on a dit que tout de même, le budget populaire, qui est surtout fait d'alimentation, ou de chauffage, ou de loyer, il consomme davantage en proportion du revenu qu'un budget de quelqu'un qui est plus fortuné. Donc même si vous avez un système égalitaire, il ne sera pas tout à fait égalitaire, c'est ce que certains disent. Ensuite, il faut tenir compte de toute une série de paramètres. La dimension de la famille. Vous avez ceux qui vivent à la campagne et ceux qui vivent en banlieue, qui sont obligés de prendre leur voiture tous les matins. Et le mouvement des Gilets jaunes, il est parti de ce monde-là. Il est parti du monde de la banlieue, de la province. Il a débouché malheureusement sur le Champs-Élysées où il y avait des gens qui les attendaient pour pourrir les manifestations. Mais le point de départ, c'est vraiment la base, c'est la base. Et la base, qu'on le veuille ou non, dans la zone hors métro, la zone hors Hidalgo, si je puis dire, hors vélo, on consomme naturellement on rejette naturellement plus de carbone. Donc là aussi, pour tenir compte de tout ça, ça risque d'être un casse-tête extraordinaire. Puis, les droits, il va y avoir une spéculation sur les droits. Une spéculation forcément,
parce que ceux qui vont acheter les droits à la vieille dame, ce n'est pas forcément ceux qui en ont besoin, c'est peut-être des gens qui vont les revendre plus cher, ou il suffira de créer une panique sur tel ou tel, comme on sait le faire aujourd'hui, sur la rareté de tel ou tel produit, pour pouvoir racheter les droits, ou la rareté des... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a une marge pour la spéculation. Et là où ça a été essayé, enfin, en tout cas pour la taxe carbone, un expert du ministère d'école pratique des hautes études qui est publié par le ministère de l'Environnement, il dit que c'était plus profitable aux spéculateurs qu'à toute catégorie sociale, ce système-là. Alors, tout cela est d'autant plus irréel qu'on n'a jamais autant utilisé le charbon en France et en Europe que cette année et aujourd'hui, parce que ça augmente tous les jours, à cause des sanctions, mais enfin, c'est significatif. Bon, en résumé, c'est pas encore fait, mais ça pourrait se faire. Et que l'on craigne l'opinion, le principal argument de ceux qui sont assez prudents, c'est qu'ils craignent l'opinion à cause des gilets jaunes. Ces malheureux gilets jaunes qui se sont fait casser la figure, qui étaient dispersés, qui n'avaient pas de programme, pas de chef, rien du tout, ils font encore peur. Ils font très peur. Ils font plus peur que la CGT. Parce qu'ils sont en dehors du système. Non, mais la CGT ramène plus de monde. Mais ils sont hors système, ils sont indéfinissables, incontrôlables, et on a peur de nouveaux mouvements de ce genre. Et c'est une des raisons, que de l'idée d'un permis carbone, vous l'aurez compris, c'est la peur des gilets jaunes, ou d'une nouvelle vague de gilets jaunes. Mais il faut aller plus loin dans le regard critique. D'abord voir que tout cela est fondé sur une hypothèse de base qui est le réchauffement climatique. Comme on dit de plus en plus, l'urgence climatique. L'urgence climatique. Alors, vers 2010, le GIEC a lancé un concours international, et le concours international, pour tous les bureaux d'études, les experts, tout ça pouvait concourir pour estimer le réchauffement climatique dans les 100 premières années du 21e siècle. Alors, les réponses variaient, sérieuses, variaient de 1,3, 1,1, 1,2, 1,3 qui me paraît la réponse sérieuse, c'est la prolongation des courbes antérieures. Et puis il y a quelqu'un qui a rajouté 6%. 6 degrés, parce que ça, c'est 6 degrés. Et on s'est aperçu que ce bureau d'études, il était chapeauté par Greenpeace. Mais ça, c'est le concours des experts. Puis quand vous avez la salle de presse, vous avez les attachés de presse, etc., dûment mandatés par M. Strong, qui n'ont retenu que 6%. Et 6%, ça veut dire quand même 6 cm, 6 cm d'eau dans les... Et même, alors de là, on se met à délirer, augmentation, élevation de 10 mètres, 20 mètres de la surface des eaux, ce qui est évidemment tout à fait absurde. Alors, on n'est pas sûr qu'il y a un réchauffement climatique. Je veux dire, quand on vous dit l'unanimité des experts, ça devient l'argument majeur aujourd'hui. Mais l'unanimité, ça se fabrique. Hein, ça se fabrique. La fabrique du consentement, aujourd'hui, il y a des techniques. Il y a des universités américaines qui vous l'enseignent, qui vous enseignent toutes les techniques pour y arriver. Et ensuite, les meilleurs sont recrutés par la CIA ou par d'autres. Parce qu'il y a la CIA, mais il y a quand même une quinzaine, 16 services de renseignement publics, et plus une pléiade de renseignements, de services de renseignement privés qui vivent des commandes qu'on leur passe et qui sont également très efficaces. Donc ça fait beaucoup de monde. Et là, ils recrutent et ils trouvent leur vivier dans les universités américaines où on étudie ces choses-là. Soros peut recruter des gens pour truquer les élections en Arménie ou en Ukraine ou ailleurs. Aujourd'hui, autrefois c'était un peu empirique. Maintenant, ça se fait à l'Amérique latine, n'en parlons pas. Alors, qu'est-ce qu'il en est? C'est très difficile parce que vous m'aviez mis ça, bon, c'est bien. Alors, on a une pente douce qui, au long du XXe siècle, ça fait plus 1% sur 100 ans. Ça fait donc plus 1 degré, pardon. Et puis depuis 2017, on ne sait pas ce qui se passe. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui,
vous avez une courbe qui est à peu près comme ça. Voilà. Alors, selon que vous regardez ça, vous dites croissance exponentielle, ça vous dites baisse, enfin, toutes les interprétations. Avant, c'était pareil aussi, mais enfin, on avait intégré quand même de manière plus facile. Bon, voilà. Alors, je ne peux pas vous dire, mais de toute façon, ça n'augmente pas la vitesse qu'ont dit les experts du GIEC et les experts de Greenpeace qui sont derrière. Et ensuite, il y a une chose certaine et indubitable, que la proportion de gaz carbonique dans l'atmosphère, elle monte. Elle est infinitésimale, mais elle monte. Ça, personne ne le nie. En revanche, bon, est-ce qu'elle monte au point d'être dangereuse? Il y en a qui disent le contraire. Il y en a qui disent que pour avoir la vie sur Terre, il faut un minimum de gaz carbonique et nous sommes plutôt menacés de passer au-dessous. Enfin, en tout cas, nous étions menacés. Et si ça monte, c'est plutôt bien parce que ça maintiendra la vie. Je vous dis ce que j'ai entendu dire. C'est très, très, très complexe. En tous les cas, le lien entre la montée du gaz carbonique, toute relative, et la montée hypothétique de température, et même s'il était réel, est tout à fait contesté et contestable. Hein, il est très très probable qu'il y a d'autres facteurs. On verra lesquels, on vous en verra quelques-uns. Le plus communément évoqué, c'est le problème du soleil, l'irradiation du soleil, les taches solaires qui tournent autour, etc. Mais en tous les cas, une montée du gaz carbonique réelle mais pas alarmante, une montée de la température incertaine et un lien entre les deux très probablement nul. Alors, je vous donne quelques autres déclarations d'experts qui valent ce qu'elles valent. Sur la planète, la chère planète, 96% des rejets carbone nouveaux, venant s'ajouter à ce qui existait déjà, seraient d'origine non humaine. 96%, mais ça se dit, il y a des experts qui le disent. Mais s'il y avait un débat libre, il y aurait, d'abord vous le sauriez, et ensuite il y aurait des contre-expertises, etc. Mais nous vivons dans un système tellement contrôlé que c'est très difficile. Alors d'où vient-il? Les volcans, notamment les volcans sous-marins, qui, vous savez, quand un volcan sous-marin qui fait une grosse bulle, vous n'avez pas forcément un bateau dans les environs qui le voit. Même, je pense que ça se passe sans bulle, ça se passe. Vous avez la décomposition organique, hein, c'est-à-dire que quand vous avez une forêt qui dépérit et qui périclite, tout le bois pourri sur place, ça produit du carbone, même si vous buvez pas, si ce bois n'est pas brûlé dans une cheminée. Alors, il faut savoir que 7% seulement des terres, sont véritablement occupées par l'homme, soit par une ville, soit par des vraies cultures. Le reste, vous avez des forêts où il y avait peut-être des trappeurs, des gens, vous avez des déserts. Ça ne fait pas beaucoup quand même, hein. Ça ne fait pas beaucoup. Alors pour les gens qui s'imaginent qu'avec un immense orgueil que l'homme a une prise directe sur ce qui se passe sur sa planète, c'est à méditer. Parmi les raisons pour lesquelles on doute du rapport entre le carbone et la température, c'est que entre 1945 et 1975 par là, vous avez eu une baisse très légère de la température moyenne du globe, qui est très difficile à calculer, hein, parce qu'il faut savoir la moyenne à toutes les heures du jour, sur tout le point du globe, c'est assez aléatoire. Mais mettons qu'on le calcule mieux depuis qu'il y a des satellites, c'est-à-dire vers 1985. Or, ça correspond, en tous les cas pour l'Europe occidentale, à la période de l'expansion industrielle, où on a fait un peu n'importe quoi. Il y avait des usines chimiques qui poussaient dans tous les coins de l'Europe et des États-Unis, des pays les plus en avance, au Japon, la croissance à la japonaise, plus 15% en moyenne. Donc, il faut voir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? C'est que certains disent que c'est tout le système solaire qui se réchaufferait. On aurait des observations sur Jupiter, sur Saturne, qui montreraient
Ça me laisse un peu sceptique, mais en fait, sachez qu'il y en a qui le disent, qui le prouvent. Alors, le réchauffement serait dû, je ne sais pas quoi, un nuage de particules que nous serions en train de traverser. Enfin, je vous le donne comme on me l'a dit. Et puis, je vous l'ai dit, nous serions de manière, malgré ces hausses récentes, nous serions de manière assez alarmante, proche du minimum, en deçà duquel la vie n'existe plus. Gaz carbonique. J'attends de voir l'article qu'on me le donne. Mais enfin, ajouter d'autres paradoxes, c'est que, ça c'est de notre ordre, c'est plutôt politique, les ennemis du carbone sont en général aussi les ennemis du nucléaire. Et quand vous lisez le livre de Klaus Schwab, il ne cesse de dire qu'il faut réduire les émissions de carbone. Il n'y a pas un mot sur le nucléaire. Pas un mot sur le nucléaire. Alors, comme ils se sont aperçus que c'était un petit peu irréaliste, après, assez récemment, la deuxième moitié de l'année dernière, de prêcher pour le zéro, la neutralité carbone en faisant l'impasse sur le nucléaire, on s'est mis à dire dans les sphères internationales qu'il faudrait peut-être construire des petites centrales. Alors vous avez entendu tout de suite Macron à l'automne dernier dire on va faire des petites centrales. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'était pour contrer l'argument de ceux qui disaient mais c'est complètement fou, vous voulez la neutralité carbone et vous voulez en même temps détruire le nucléaire. Mais la destruction, le démantèlement du nucléaire, c'était bien à l'ordre du jour il y a 10 ans, puisque l'ancien PDG l'a dit, et ma mission c'était de démonter progressivement le nucléaire, et c'est la raison pour laquelle toute la chaîne hiérarchique, spécialement technique, s'est abstenue d'entretenir les centrales nucléaires françaises, enfin une partie. Alors, on l'a mal fait, on l'a mal fait. Alors le résultat, c'est qu'il y a 6 mois, quand on a eu les premières sanctions, nous avons pris les premières sanctions, nous n'avions plus cette puissance électrique que nous avions avant. Et bon, c'est réparé. EDF, il y a un changement de cap très évident. Et puis EDF a pris le taureau par les cornes, a fait venir des ouvriers américains parce qu'il n'y avait plus aucun ouvrier français qui savait le faire. Et puis personne ne savait le faire parce que dans les écoles techniques ailleurs, on leur a dit c'est pas la peine de chercher du boulot dans le nucléaire, il n'y en aura plus. Donc on a fait venir surtout des Américains très très bien payés qui ont réparé ça. C'est-à-dire dans un délai très court, nous allons retrouver l'usage de nos 54 centrales nucléaires. Et bien entendu, si nous avions un marché français protégé, nous vendions notre électricité nucléaire un peu plus au prix coûtant et un petit peu plus, je pense que les entreprises françaises épargneraient, économiseraient, j'attends le chiffre exact, mais au moins 50 milliards de francs, d'euros, 50 milliards d'euros. C'est-à-dire 10 fois plus que ce que va leur rapporter la réforme des retraites si elle va jusqu'au bout. Entre 5 milliards, c'est pour vous dire, mais pour ça, il faut prendre des décisions que les Espagnols ont prises, que les Portugais ont prises, mais que nous n'avons pas prises, d'avoir notre propre marché de l'électricité et de vendre à beaucoup plus bas prix l'électricité que nous produisons, sans la vendre à perte, bien entendu, au lieu d'aller la mettre sur un marché européen qui est tiré par le haut par les Allemands qui n'ont pas de nucléaire, plus de gaz, et qui ont par contre beaucoup d'argent pour payer cher quand il y a des enchères, et pour faire monter les prix partout. Alors, ça donc, je crois que je vais peut-être pas vous retenir, enfin, je vais continuer, mais donc je pense résolument que nous devons quitter le terrain de la rationalité scientifique ou technocratique et pour voir celui de la fausse rationalité idéologique. L'idéologie, je suis en train d'écrire un livre dessus, mais c'est un vaste sujet, j'en parle assez souvent dans mes travaux. Ça se résume à 2 choses au départ, mais ça entraîne beaucoup d'autres. C'est une vision simplifiée du monde et deuxièmement, un projet plus ou moins messianique vers un éventuel progrès. Le communisme avait ces 2 caractères. Le socialisme national, vous m'excuserez, moi je parle français. En français, on ne dit pas national-socialisme, on met l'adjectif. On met l'adjectif après le nom et non pas avant. Donc ça fait en français socialisme national.
le post-libéralisme libertaire qui n'a pas attendu le Covid pour s'exprimer, qui existait, régnait depuis dans l'Occident, enfin disons depuis les années 90, parce qu'avant, après tout, il y avait les défenseurs de la liberté, il y a une mutation qui s'est produite autour de 1990. Il faut quand même voir que les États-Unis n'ont mené jusqu'en 1990 que des guerres défensives, Corée, alors qu'aujourd'hui, ils ne mènent que des guerres dont on peut penser qu'ils sont directement ou indirectement à l'origine. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'aspect militaire, il y a l'aspect idéologique aussi. Je veux dire, les États-Unis étaient le vrai pays de la liberté de penser, enfin, la France aussi. On n'était pas censuré par des GAFAM, on ne trichait pas aux élections, enfin on trichait un peu mais pas trop. Voilà. Alors, nous venons de faire 3 expériences successives. C'est que le Covid, maintenant c'est l'Ukraine, alors peut-être demain le climat, mais on ne peut pas faire les 3 en même temps, c'est ce que je vous disais. Mais j'ai lu aussi que les États-Unis, qui ont compris que c'était fichu en Ukraine, envisagent de se trouver une sortie honorable et aller faire la guerre ailleurs. C'est ce qui se dit dans les cercles géopolitiques, parce que la machine a besoin la machine a besoin de s'alimenter, la machine militaro-industrielle, et puis qu'ils ne peuvent pas rester sur un échec. Encore qu'ils aient eu un échec très grave en Syrie, personne ne s'en est aperçu, parce que quand on maîtrise l'opinion, on peut, selon les bons principes de 1980, de George Orwell, faire croire que des défaites sont des victoires, que la liberté c'est l'esclavage, etc. Alors je ne suis pas un pro-russe complètement, j'aime pas du tout ce que font les Russes en Afrique. Je veux dire, je préférerais qu'ils ménagent. D'ailleurs, ça ne mènera pas bien loin, parce qu'ils vont pas forcer les Maliens à utiliser l'écriture cyrillique. Mais enfin, c'est un peu... C'est pour vous dire... Notez au passage quand même que le résultat, c'est-à-dire l'attrition de la consommation énergétique, il a été atteint plus efficacement par les sanctions que nous avons imposées à la Russie, que par les projets du GIEC et les grandes décisions supranationales. C'est parce que c'est la cause, au moins pour l'Allemagne, mais aussi pour nous. Et comme ce sont les mêmes qui décident, à peu près, ce sont à peu près les mêmes. Je ne dis pas un tel, mais il faudrait voir autour de la table, qui ont pris la décision ultime des sanctions à l'égard de la Russie, et qui ont pris les décisions de réduire le carbone en Europe, le rejet de gaz carbonique en Europe. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait exprès, on n'a pas pris les sanctions de manière aussi stupide pour réaliser les plans du GIEC et les plans climatiques. Mais c'est les mêmes cercles, ces mêmes cercles, et là c'est efficace. C'est relativement efficace pour nous obliger à nous serrer la ceinture dans nos appartements et peut-être dans la conduite automobile. Alors dans les 3 cas, on trouve les mêmes méthodes qui nous rappellent les régimes idéologiques. Restriction des libertés, et qui vont même plus loin, fichage généralisé, vous imaginez bien tout ce qu'on peut tirer d'un fichage des consommations de carbone de tout le monde. Propagande, science douteuse, aussi bien le Covid que le réchauffement climatique, aussi bien d'ailleurs que la théorie du genre et le matérialisme dialectique. C'est-à-dire que les idéologies sont toujours fondées sur une science douteuse. C'est un facteur très important. Intolérance absolue, pas de débat, rien. Vous êtes flingué, fusillé si vous manifestez la moindre... Si vous êtes médecin, vous êtes viré, etc. Mimétisme. Un mimétisme qui touche à l'hystérie. Si on s'engage dans cette mécanique, je ne doute pas que nos grands patrons de supermarchés vont se précipiter. Ils vont faire ça, ils vont s'y mettre à fond... ils vont faire de la publicité là-dessus. Nous sommes en avance sur les autres pour faire le contrôle de votre consommation carbone, etc. Et mondialisme, puisque derrière, il y a l'idée qu'il y a un projet mondial. Alors, je n'exclus pas la logique des intérêts, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont certainement trouver de très très gros intérêts, surtout ceux qui fabriquent
des bons produits à faible consommation carbone, ils vont pousser dans ce sens-là. Il y a certainement beaucoup d'intérêts en jeu, et les intérêts, on ne les voit pas toujours. L'idéologie n'explique pas tout. Les intérêts se redoublent l'idéologie, mais j'allais dire, pas de manière simple. C'est un peu comme dans la mécanique quantique, l'onde et la particule. Là où il y a une onde, il y a une particule. Là où une particule, il y a une onde. Je dirais que là où il y a de l'idéologie, il y a des intérêts. Et les intérêts, il y a de l'idéologie. Mais c'est plus subtil que ce qu'on pense. Est-ce une nouvelle idéologie ? Oui et non. Oui, parce que le résultat final, c'est-à-dire un pré-totalitarisme oppressif, est à peu près le même. Mais au lieu de gouverner par l'espoir d'un monde meilleur, d'un monde nouveau, on gouverne par la peur. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se lancent, qui veulent nous imposer tout ça ? Il y a à la tête une oligarchie mondiale très restreinte, comme j'explique dans ce livre où je parle d'autre chose que de... Enfin, je parle aussi de ça. Si vous faites un espace économique mondial, déjà européen, je m'excuse pour les théoriciens du libre, enfin les amateurs du libre-échange, mais surtout le libre-échange des capitaux, et vous avez un éclatement, un élargissement du spectre des fortunes et des revenus. Ça veut dire qu'il y en a qui vont peser tellement lourd que la démocratie va être remise en cause. Et puis pour peu qu'ils soient non seulement riches, mais terriblement orgueilleux et incultes, si vous mettez les trois facteurs en même temps, ils veulent faire refaire le monde avec la puissance de leur argent. Exemple, Bill Gates. Je ne sais pas quelle est la culture générale de Bill Gates, mais je redoute qu'elle soit... Je me dis qu'elle n'est peut-être pas très grande. Alors, vous avez des gens, et vous avez à l'intérieur de ce groupe-là un mimétisme qui existe aussi dans le grand capitalisme français. J'ai des exemples où il y a une ou deux personnes qui ont fait adopter... Vous savez que le MEDEF, c'est rien. Derrière la MEDEF, il y a l'Association française des entreprises privées, la FEP, qui ne fait pas de communication. Et ils sont une cent, vous les connaissez, pratiquement tous sont connus dans les journaux économiques, mais il y en a un qui a réussi à entraîner tout le monde dans une démarche écologique et écologiste. Et il y a certains veulent détruire le monde. Gates, par exemple, et peut-être Schwab, cette idée qu'il y a 10 fois trop d'hommes sur la planète, qui fait 10 fois, oui, donc il faudrait passer de 8 milliards à 800 000. Qu'est-ce qu'ils vont faire des autres ? Qui on va garder ? Les riches américains, sans doute, mais après ça, je ne sais pas. Et c'est une idée assez folle, parce que d'abord, la croissance de la population mondiale, elle est connue. Elle est connue. Pardon, j'ai une petite fracture. Rassurez-vous, qui m'est arrivée. La population mondiale, elle a beaucoup cru au XXe siècle. Et puis là, elle est sur... le commencement d'une vraie courbe de Gauss avec un maximum en 2060 et puis ensuite une baisse analogue. C'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Alors nous sommes à peu près ici, c'est-à-dire que l'idée qu'il va falloir prendre des mesures extraordinaires pour empêcher l'explosion démographique, c'est une idée qui pouvait être tenable ici vers 1970, qui ne l'est plus ici parce que ça c'est prévisible. Plus vous avez de monde dans le modèle, plus vous avez de déterminisme. Et là, alors pour l'Afrique est en retard sur ce schéma, elle va continuer jusqu'en 2080, donc ça va lui permettre de passer de 12% de la population mondiale à peut-être 30, 32, 33. Si, ils veulent bien les Chinois, hein, je veux dire, quant à la Chine, elle va baisser. Mais ça n'est pas, il n'y a pas de quoi paniquer. Et puis ça représente en définitive sur la planète très peu de gens. Très peu de gens. Très peu de gens. Ça représente très peu de masse. C'est important de savoir. Alors, mais il reste que c'est que tout ce que nous avons dit n'intéresse que l'Europe. C'est que le reste du monde s'y intéresse pas.
l'Europe et ses annexes, c'est-à-dire les plus stupides de tous, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada. Ça, c'est, Et puis les États-Unis, c'est plus complexe, parce que les États-Unis, c'est un pays complexe. Vous avez des pour, vous avez des contre, vous avez des gens qui s'en fichent. Le Texan, il voit les choses d'une manière, l'habitant du Vermont d'une autre manière. Il ne faut pas trop résumer trop facilement ce qui se passe. Et le reste du monde n'a jamais construit autant de centrales à charbon qu'aujourd'hui. Alors, le président chinois, et monsieur, rappelez-moi son nom, Xi Jinping, il est allé pas l'année dernière, personne n'est allé, mais il était allé au sommet du GIEC, et là il a fait un très beau discours en disant « Je partage vos préoccupations », tout ça c'était très, très grave, mais vous comprenez, nous on a du retard. Alors à partir de 2030, on va s'en préoccuper. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que jusqu'à 2030, ils accélèrent pour arriver à notre taux de consommation d'énergie, qui est un indice de richesse. Et tous les pays du monde veulent arriver à notre taux de consommation d'énergie, même la Centrafrique, même le Laos. Alors, nous sommes dans un univers assez compliqué, parce qu'il y a trois puissances, la France, l'Europe, non plus la France, les États-Unis, la Russie, et l'Europe a perdu, c'est complètement déclassé au cours de la dernière année, spécialement, mais des dernières années aussi. Les États-Unis, la Russie se font la guerre. La Chine soutient à fond sur le plan diplomatique et politique les Russes. Tout simplement parce que les politiciens, les géopoliticiens américains ont dit noir sur blanc qu'on va d'abord régler le sort des Russes et ensuite des Chinois, donc, compris les Chinois. Mais les Chinois fascinent les grands capitalistes occidentaux. Il y en a qui se disent que si les gens marchaient au pas comme en Chine, ça serait peut-être chouette pour nous. Ça serait encore plus confortable que notre situation actuelle. Vous avez M. Ferguson, qui est un grand consultant basé à Londres, qui est l'auteur du plan de confinement, tout ça vous le savez mieux que moi, qui a dit qu'ils avaient, il ne l'avait pas dit, mais ils avaient voulu imiter le modèle chinois. C'est-à-dire que vous avez les maîtres du monde, ce que j'appelle, vous pouvez répandre l'idée, c'est les M2 ou les 2M, qui sont cette galaxie que j'indiquais, où il faut ajouter quelques gens de la CIA, des grands journalistes, etc. Ils sont fascinés par le modèle chinois. Quand les Chinois voient venir des Européens, des Américains qui leur disent, vous savez, on est 10 fois trop nombreux nous, et on va commencer par réduire notre population, peut-être avec une épidémie ou en tout cas avec une vaccination, les Chinois disent d'accord, on va vous aider si nous pouvons coopérer. Donc il se peut qu'ils aient coopéré sur le Covid alors qu'ils ne coopèrent pas du tout dans la guerre. Encore que la Chine soit très prudente, elle apporte soutien diplomatique, elle n'a pas envoyé une arme, et d'ailleurs c'est normal. Grandes puissances potentiellement rivales ne vont pas non plus céder trop. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Je ne sais pas, beaucoup d'ignorance. C'est une espèce de suicide de l'Occident auquel nous assistons, avec beaucoup d'autres facteurs que vous connaissez. Des effets grégaires insoupçonnables. On croit qu'ils sont très haut dans la pyramide, ils sont très intelligents, mais non, ils ont un immense orgueil. Ils ont trois idées. C'est ce phénomène idéologique. Ils pensent qu'on peut réordonner le monde avec ces trois idées. Et puis, ils ne sont pas seuls. Ça, si j'ai 2 minutes, mais je vais peut-être... Ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui, ce n'est pas seulement les très grands oligarques. Ils s'appuient sur l'extrême gauche woke. C'est-à-dire que vous avez ce que Gramsci appelait un nouveau bloc historique avec une alliance du très grand capitalisme mondial, avec tous les mouvements de contestation les plus radicaux, que ce soit pour les problèmes de racisme, d'ultraféminisme, les réseaux homosexuels, les gens qui veulent que l'Occident, qui déjà est en train de déraper, ait la totale liberté de consommer des drogues. En fait, tout ce monde-là, ils se sont tous mobilisés pour faire battre Trump. Les grands en haut, ils ont donné de l'argent, et puis tous ces mouvements-là ont été reçus de l'argent pour aller faire un militantisme insensé pour avoir la peau de Trump. Et Trump, c'est pas pour défendre Trump, c'est que c'était un symbole de ce qu'il rejetait. Donc cette espèce de bloc historique étonnant
Je veux dire, dès que vous arrivez, je me pose la question, comment, spécialement pour le Parti des Républicains, et même le Rassemblement national, comment il s'appelle le successeur là, Bardella a fait une attaque violente contre Poutine, mais enfin, qu'est-ce qu'il lui prend? Bon, je ne crois pas qu'ils connaissent quoi que ce soit à la géopolitique, mais enfin, la géopolitique est très ignorée, la démographie est très ignorée, ce sont des sujets très ignorés. J'ai vu récemment. Je n'ai pas la réponse, d'autant que je les fréquente un peu. Hein. Je me suis présenté plusieurs fois à des élections avec un succès inégal. Enfin, j'ai été premier adjoint au maire de Cahors, c'était mon petit bâton, mais je fréquente un peu et je vois pas. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les Républicains, alors qu'est-ce qu'ils ont à gagner à soutenir la réforme des retraites? Bon, sur le fond, on en pense ce qu'on veut, la réforme des retraites, mais je vous ai dit à peu près les chiffres qui étaient en jeu. Mais quand on est dans l'opposition, Chateaubriand le disait, l'opposition, ça ne se divise pas. Quand vous êtes opposant, vous opposez. Dans la démocratie britannique, on l'a toujours su. François Mitterrand l'a toujours su. Je n'ai pas connaissance que François Mitterrand, quand il était chef d'opposition entre de facto 1965 et 1981, il n'a jamais dit qu'il y avait une réforme de la droite qui était intéressante et qu'il allait soutenir. Jamais. Vous me direz, c'est pas très sympa, c'est pas très loyal, tout ce qu'on veut. Mais d'abord, Aurélien Pradier, que je connais un peu, on m'a dit qu'il a des qualités et des défauts. Hein. On était sur le même territoire, je connais les unes et les autres, mais on m'a dit les démagogues. Mais dans le monde actuel, la démagogie la plus, je veux dire, la plus violente, enfin, la plus qui a l'air la plus caricaturale, comme celle des Gilets jaunes, ou certains Gilets jaunes, parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord, elle a quelquefois plus de rationalité que la rationalité technocratique. On vous dit qu'il faut être raisonnable, il faut accepter ce projet, tous les pays d'Europe l'ont fait, etc. Le gars qui gueule, et c'est la politique, c'est ça, c'est un des intérêts de la politique. C'est que c'est pas l'administration, les hauts fonctionnaires, tout ça, c'est en définitive une course à la rationalité, avec d'autres facteurs qui jouent, mais enfin, et la rationalité qui se traduit souvent par la servilité. Mais le grand jeu politique, c'est quand même de faire un peu de casser les codes, Et si on est contre, si on est dans l'opposition, c'est pas pour aller soutenir le gouvernement. Et se laisser, je crois qu'ils se sont en train de se suicider avec ça. Et puis, en plus, Pradier, je dis Pradier parce qu'il a perdu sa vice-présidence. Vous voulez le laisser tranquille. Le Parti conservateur britannique, je ne dis pas que les Anglais sont des modèles en tout, mais le Parti conservateur britannique, ils se sont divisés sur le Brexit, on n'a exclu personne. Alors c'est un enjeu beaucoup plus important que de savoir si la retraite est à 63 ou 64 ans. Je n'ai pas la réponse. C'est assez. Mais il faut dire aussi que nous sommes un pays dominé. Alors je n'ai pas été dans les colonies du côté du colonisé autrefois, mais quand vous avez une puissance très forte qui vous tient, et là elle existe, elle vient même nous faire sauter les gazoducs, sans que personne n'ose le dire, spécialement en Allemagne. Puis j'ai des échos que récemment, que dans l'entourage de Macron, tout le monde pensait que c'était les Russes qui avaient fait sauter le gazoduc. Non, mais ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Oui, mais on y arrive en plus. On y arrive peut-être plus facilement chez les gens qui sont à des très hauts postes qu'à des gens qui sont à la base. C'est ça qui est je crois qu'il y a une phrase de Proust qui dit que depuis que je fréquente le grand monde, je ne crois plus à l'intelligence, sauf peut-être celle des électriciens. J'ai découvert ça récemment. Plutôt, elle est plus grande chez les ouvriers électriciens. Je n'ai pas la réponse, ça fait partie des mystères comme ça, mais n'oublions pas notre position que nous n'avons pas encore bien intégrée de pays dominés. En situation de domination, vous êtes subjugué par celui qui vous domine, et vous avez un alignement intellectuel. Vous avez l'alignement militaire, après vous avez l'alignement économique, parce qu'en gros de tout ça, qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir que l'euro va perdre, et le PIB par habitant européen, ouest-européen, va perdre 20 ou 30% par rapport aux Américains. Il y a dans le monde des Mars et des Vénus. Les Mars, ils se battent et ils commandent. Les Vénus, ils peuvent
Ils suivent, ils obéissent, ils sont protégés, mais à un moment, ils paient l'addition. Ils paient l'addition, et on paie l'addition sur le plan militaire, sur le plan, enfin, en tout cas, on pourrait la perdre si jamais il y avait une confrontation, on n'irait pas loin. Sur le plan économique, très très lourdement, mais aussi sur le plan intellectuel, sur le plan moral. J'en peux pas en dire plus. Voilà. Et puis il y a une baisse du niveau, ça aussi, hein, parce que le mécanisme des partis ne choisit pas forcément les meilleurs. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Comment peut-on faire pour résister aux phases carbone? J'ai pas. D'abord, il n'est pas encore. Attendez que ça avance, mais faut peut-être pas attendre, mais parlez-en autour de vous quand même, hein, et montrer combien c'est ridicule. Pardon. Liquide. Est-ce que vous voyez d'autres solutions? Oui, réinformer les gens, et ça comme pour le reste. Nous sommes dans un contexte international très très incertain. Parce que je vous ai dit que si aujourd'hui on n'est pas en train de nous a pas imposé le passe carbone, c'est à cause de la guerre d'Ukraine. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Parlez-en quand même. Je crois qu'il y a quand même trop d'inconvénients. Hein. Même les gens qui sont favorables, ils ont peur que ça passe pas. Vous pouvez quand même dire autour de vous, si jamais on nous fait ça, ça va encore péter. On va faire et puis non, mais ça suppose une. Alors il y a un projet qui est peut-être très lié, mais aussi dangereux, plus dangereux, et qui a été réalisé en partie en Chine, c'est la suppression de la monnaie fiduciaire. Alors là, mais c'est lié, hein, c'est-à-dire que grâce au passe carbone, on saura tout ce que vous avez acheté, et quand et où, et grâce à la monnaie, suppression de la monnaie fiduciaire, pareil. Alors là, je crois que comme les gens ne se rendent pas compte, et que la suppression de la monnaie fiduciaire est aussi dans l'agenda de Bruxelles, ça, je crois qu'il faut lier les deux, et puis il faut peut-être que c'est encore plus dangereux, parce que là, ça n'exige pas beaucoup de... ça n'exige pas beaucoup de moins de changements. Hein. Il ne faut pas évaluer le prix de la valeur carbone je sais pas, d'un paquet de nouilles ou d'une boîte de sardines. On dit du jour au lendemain, tout le monde doit ouvrir un compte en banque, et puis tout le monde aura une carte, et puis vous débrouillez avec ça. En Chine, ils l'ont fait. Hein. En Chine, il y a des parties de la Chine, toutes ou parties, je sais pas, de la Chine. Quand vous lui donnez une pièce à un clochard, il a sa machine et vous montrez votre carte de crédit. Il y a le Vatican qui s'y est mis parce qu'il y a la quête à la messe maintenant, c'est comme ça. Pardon, Le Vatican s'y est mis déjà. Hein, et on a la quête à la messe avec la carte. Oui, mais ça, c'est pas le Vatican, c'est l'Église de France qui le fait. Enfin, c'est pas une ordre du Vatican, c'est l'Église de France. Ils le font, on peut quand même mettre une pièce, tant qu'on a des pièces. Hein. Ou un billet, même, c'est encore mieux, mais c'est pas... Pardon ? C'est choquant quand même. Oui, c'est un peu bizarre, oui. Je suis bien d'accord que c'est un peu bizarre. Mais c'est un peu bizarre, oui. Oui, oui.